j'apprends que les gens ils automatisent pas certains trucs et je suis en mode attends mais comment ça t'automatises pas ce truc là, c'est genre le premier truc à automatiser. Je pense que effectivement, même si nous on s'était jamais rencontrés et je te croise dans la rue et je me suis Choubam, forcément tu vois. Pire, tu vois, je réponds rarement au WhatsApp, je réponds rarement au texto parce que en fait je déteste mon téléphone, parce que je déteste qu'on me crée une to-do juste parce qu'on m'a envoyé un message. Depuis que j'ai commencé à traquer mon sommeil, je me rends compte que le temps dans le lit n'est pas égal à mon temps de sommeil. 100%. Et donc ouais, j'ai dormi 8 heures. Non, t'as dormi 6 heures. La moitié c'était une partie, t'étais sur ton téléphone, l'autre t'étais en train de te retourner et le troisième, bah t'as mis du temps à te réveiller. You said tomorrow, so just do it! Nous, nos OKR, en quelque sorte, c'est notamment la satisfaction client, etc. Et donc, en fait, le truc, c'est que je te prends l'exemple du problème juridique, parce que tu me disais le problème. Admettons, il y a un problème d'impayé. Généralement, les problèmes d'impayé, ça peut être des problèmes d'insatisfaction client. Du coup, si jamais il faut qu'on paye un avocat pour gérer ces trucs-là, c'est logique que ce soit rogné sur notre rémunération, parce que ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre taf. C'est comme ça qu'on l'envisage. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, waouh. Ça peut être dangereux du coup. Oui, mais du coup, ça nous force aussi à nous dire, nous, notre job, c'est faire en sorte qu'il y ait une satisfaction client, etc. etc. Et du coup, si tout se passe bien, voilà notre rémunération. Si ça se passe pas bien, c'est à nous de prendre parce qu'on n'a peut-être pas mis les bonnes personnes sur l'affaire, on n'a peut-être pas mis... voilà, tu vois. Ok. C'est nous qui prenons cette responsabilité-là. Ok, d'accord. Et du coup, en termes de réflexion, on est là plus proche. Et je suis désolé, je te repose la question parce que ça me passionne. Mais tu vois, on est là dans ce cas où il y a par exemple une gestion qui est un peu moins bien faite et du coup, il y a un client qui ne paye pas. Ouais. Tu considères que c'est de ta faute et donc du coup, tu rognes sur ta rémunération plutôt que ceux des prestataires. Oui. Et donc là, on est quand même plus proche du fonctionnement d'une agence que d'un collectif. Un collectif, oui. Tu te dis, on est tous ensemble, on share les risques. Agence, tu te dis, je suis une agence, je prends le risque. Oui. Et je vous emploie, quoi. Oui. Alors, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de capter en ce moment. C'est le modèle de collectif, c'est un modèle qui est parfaitement un modèle de collectif jusqu'à une certaine taille. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'au tout début, en fait, je veux dire, tu vois, au début, il y avait que Enguerrand et moi. En fait, on prend tout tous les deux. Bah, normal, non, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, en fait. Ouais. Mais il arrive à un moment donné où, parce qu'il y a du monde et aussi parce que tu veux t'enlever cette charge mentale, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a un moment donné, nous, on passait plus de temps à négocier les petites lignes avec absolument tout le monde et machin, plutôt qu'à être en focus sur le fait de délivrer la valeur, machin. Ah mais full. Non, mais voilà. Je suis totalement d'accord. Et du coup, tu vois, ce type de décision-là, moi, il y a un moment donné où juste on s'est dit, non mais, en fait, venez, on rogne sur notre truc, venez, on prend la responsabilité, parce que sinon, si on va commencer à aller voir tout le monde, machin, en fait, c'est des galères, on va être en train de perdre du temps, ça va nous défocus. C'est pas la fin du monde, c'est une erreur. Ok. Et on va apprendre. Non, mais trop stylé. Et voilà. Ok. Et tu vois, c'est juste comme ça, en fait, d'un point de vue philosophique. Non, mais nickel. Moi, t'inquiète, hein, c'est full en construction et toujours en construction, mais je suis hyper curieux. Et moi, c'est des business que je pourrais jamais faire. Tu vois. Ah ouais. Des business d'humains aussi. Et juste pour la petite histoire, après on commence, mais tu vois, en gros, moi j'ai toujours été dev, j'ai toujours fait du freelance très tôt, donc j'ai toujours géré des clients très tôt, et j'ai très vite compris que c'est pas juste de la tech que je dois faire. Je dois faire quand même la moitié en gestion client parce que 100%. Voilà, c'est là où j'ai ma marge, c'est là où je négocie bien, c'est là où j'ai des merdes à gérer, c'est là où je sens le client, etc., etc. Et après, à un moment donné, j'ai fait commercial dans une junior entreprise et j'étais le vice-président commercial de ma JE, qui était la deuxième JE en France. Bref, trop stylé et tout. Et là, j'ai pris tellement cher d'un point de vue humain que je me suis dit, putain, mais en fait, pour l'argent que tu gagnes, la gestion des merdes humaines est tellement plus compliquée que la gestion des merdes techniques. Parce que les merdes techniques sont déterministes. Oui. Si tu fais un truc, tu sais ce qui se passe. Logiquement, il n'y a pas de raison pour lesquelles le chemin parcouru par une donnée va être différent si tu donnes la même donnée en entrée. Oui. Alors qu'un humain, suivant ce qu'il a mangé, bu, dormi 100%. Ou pas, mais oh là là quoi. Et donc, c'est hyper dur. Et c'est pour ça que je te posais plein de questions. Parce que c'est... Non, mais tu vois, en fait, ce qui est... je vais t'avouer un truc, c'est que moi, quand je suis parti de chez Germinal, je savais pas ce que je voulais faire comme business. Par contre, j'étais certain que je voulais plus faire de service. Et en fait, je m'étais dit, je vais faire du e-commerce, je vais faire du produit, je vais peut-être faire du SaaS, etc., etc. Et en fait, j'ai fait un e-commerce, tu vois, j'ai racheté un e-commerce avec 2 potes, voilà, bon, ça tourne et tout. Et puis, j'ai commencé à me lancer dans un SaaS. Et puis, j'ai commencé à
faire un peu du service en mode free parce que bah voilà, tu vois, ça fait rentrer un peu de cash et tout machin. Et la machine s'est emballée côté service. Et en fait, là, je suis dans une situation, et d'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn dernièrement sur le sujet. Dernièrement, j'ai complètement changé mon mindset vis-à-vis du service. Et en fait, je pense vraiment qu'une des raisons pour lesquelles je ne kiffais pas le service et pour lesquelles je voulais plus en entendre parler, c'est parce que l'ambition dans le service, généralement, c'est simplement comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir plus de clients, comment est-ce que... Tu vois, l'ambition d'un point de vue croissance, c'est vraiment ce truc de comment est-ce qu'on peut encaisser plus de clients, donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la production nous prenne le moins de temps possible, donc comment est-ce qu'on peut essayer d'automatiser un maximum de choses, de processer, etc. etc. Ça, c'est ce que toujours... Ouais, voilà. Ça, c'est le truc un peu classique, tu vois. En effet. En fait, j'ai un peu changé mon mindset et je me suis dit, putain, et si en fait, tu changeais ton ambition vis-à-vis du service? Et du coup, moi, là, dernièrement, je me suis vraiment mis dans cette ambition de comment est-ce que je peux créer une expérience client aussi impeccable, parfaite, kiffante qu'un produit. Comment est-ce que je peux arriver à faire ça vis-à-vis du client? Et je suis convaincu que aujourd'hui, il y a des choses que tes clients ils te pardonnent pas. Si l'expérience client que tu les fais vivre, elle est exceptionnelle, il y a plein de choses. Tu vois, ces petits couacs humains en fonction de ce que tu as mangé, machin, Je suis sûr que c'est des choses, ça se passerait beaucoup mieux. Et donc, tu vois, mon focus là où avant, il était de comment augmenter ma rentabilité ou des trucs comme ça, tu vois. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut créer une expérience client absolument fabuleuse. Et depuis que j'ai cette ambition-là, je me remets à kiffer faire du service. Ok. Donc, tourner le shift vers le client plutôt que vers son... Tu vois ce que je veux dire? Ok, très intéressant. Et tu vois, du coup, le côté un peu humain, de gestion, de machin, bah là, tu vois, il y a plein de réflexions à avoir sur putain, mais c'est quoi une expérience client de ouf? C'est quoi les petits trucs où il peut y avoir des petits wow effects? Et tu vois, ça, c'est des choses que tu crées dans un produit. Tu vois, quand tu fais un produit, tu vois, le AA moment, tu vas essayer de travailler sur ton AA moment. Et en service, le AA moment, on le travaille assez peu finalement. Et tu vois, moi maintenant, je me mets vraiment comme quand tu fais une app mobile, tu sais, et que vas-y, ça va être quoi le AA moment? Bah moi là maintenant, je me dis, attends, comment est-ce qu'on peut créer du AA moment? Comment est-ce qu'on peut créer des petits moments de delight, tu vois, en mode ah ouais, putain, ils ont été bons là-dessus et tout. D'accord. Et raisonner comme ça me crée de nouveau du kiff. Ok, très stylé. Je pense que le challenge, en effet, il est très différent. Et du coup, il est très intéressant parce qu'il est peu abordé. Complètement. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ça qui m'a fait un peu plus kiffer. Bon, du coup, on était en train de parler du fait que donc toi, tu as fait du free. Ouais. Et là, maintenant, c'est full création de contenu. Ouais, j'ai fait je suis passé par plein d'étapes, mais en gros, commencer par du free. À un moment donné, il y a eu cette petite période commerciale qui m'a permis de comprendre les humains et un peu de vente. Juste après, j'ai fait du marketing dans une boîte qui s'appelait Mailjet, dans laquelle je faisais du marketing pour développeurs et j'avais de la chance de pouvoir voyager et de faire plein de conférences, donc j'ai appris à parler. Une fois que j'avais fini ça, j'étais CMO d'une boîte pendant un tout petit moment, d'une boîte qui faisait de la tech, donc une boîte qui faisait un produit open source qui s'appelait PM2, donc là aussi chez les développeurs. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, trop bien, c'est bon, j'ai a priori les skills, je vais lancer des trucs. Ça n'a pas marché, je suis revenu en freelance, j'ai fait du product, notamment chez Conto. C'est là où et là, j'ai appris à faire du product de manière assez vénère parce que je trouve que d'un point de vue niveau Conto a un niveau assez extraordinaire en product. Et puis, je suis arrivé full contenu. C'est-à-dire que je me suis dit, vas-y, c'est bon. Je pense avoir la possibilité d'avoir assez de cash de côté pour prendre ce risque de contenu et puis générer assez de cash pour pouvoir en vivre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et c'est quoi le déclencheur qui a fait que tu as voulu faire du contenu? Déclencheur a été assez tôt. Je pense que j'ai moi-même... En fait, je regardais très peu la télé. J'écoutais plus des vidéos YouTube et des podcasts. Je pense assez tôt, j'ai compris que écrire des articles de blog et tout, c'était pas pour moi. Alors que dans mon job à l'époque, en développeur évangéliste, juste pour ceux qui connaissent pas ce métier, c'est un truc qui fait en sorte que les boîtes qui ont des API, etc., comment est-ce qu'elles vendent ces API? Elles les vendent pas avec des commerciaux en costard-cravate qui vont dans des conférences, elles les vendent pas non plus en cold calling ou quoi que ce soit. Elles les vendent grâce à d'autres développeurs qui vont showcase le produit dans des conférences, etc. Et mon taf, c'était ça. C'est comment expliquer aux gens que l'API de Mailjet, elle est cool, quoi. Donc en faisant des exemples et tout. Une des bonnes manières de le faire, c'est faire des articles de blog, de faire plein de guest blog posts, etc. Moi, je déteste écrire, toujours. J'allais dire je détestais, mais la réalité, c'est que j'aime pas écrire. Et je me suis dit, putain, mais par contre, j'aime bien parler en vidéo.
C'est plus simple, j'arrive à mieux exprimer des choses. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais pourquoi pas lancer une chaîne YouTube? Et en 2017, j'avais lancé une chaîne YouTube qui parlait de vulgarisation informatique. J'étais fan de e-pensée à l'époque sur YouTube. Ouais, je vois très bien. Et je me suis dit, putain, mais ça serait génial de faire un e-pensée pour des gens qui C'était ne ça, comprendraient pas ce que c'est que la tech, de ce que c'est qu'un serveur, de ce que c'est qu'une RAM, de ce que c'est qu'un cookie. Et donc, c'est là où j'ai fait mes premières vidéos en 2017. Oui, vidéo, qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'une Ouais. API, Voilà. machin. C'est ce genre de truc. Initialement, ça a commencé comme ça. Et pendant le Covid, là où j'avais fait une boîte dans la fintech qu'on voulait monter, je me suis dit, putain, mais ok, qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais cette chaîne qui avait 3000 abonnés à l'époque, qui avait réussi à avoir 3000 abonnés avec des vidéos référencées, etc. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Et cette fois-ci, j'ai pris le problème moins par rapport à ce que je voulais uniquement faire, mais plus par rapport à la demande qu'il y avait. Et donc, j'avais 3 sujets que j'aurais pu aborder. J'avais soit le sujet des développeurs qui veulent lancer des boîtes, soit le sujet des développeurs qui veulent devenir freelance, soit le sujet des gens qui ne savent pas développer, qui veulent faire des choses. Et j'ai choisi le 3e, parce que c'est là, selon moi, où il y avait le meilleur fit de ce dont j'ai envie de parler, de ce que l'audience a besoin, de ce que les gens pourraient avoir envie de faire sur les prochaines années et ce qu'ils font maintenant, et l'argent qu'ils pourraient dépenser pour résoudre ce problème. Donc c'était un peu le fit des 3. Hyper intéressant. Et j'ai le sentiment aussi que tu vois, le fait que tu aies eu des expériences en marketing, etc., ça te permettait aussi de bien comprendre comment prendre les sujets techniques, mais pour des gens pas techniques, tu vois. Ouais, Parce que en ouais. fait, c'est un peu ça le problème, c'est que toi, tu as fait des trucs techniques, mais tu as aussi fait du market, etc. Et du coup, tu as parlé à des gens qui sont pas techniques, et du coup, tu avais ce petit truc en plus, c'est le unfair advantage, c'est tu savais parler de manière simple de trucs techniques, quoi. Ouais. Et clairement, c'est le truc sur lequel je fais toute ma carrière, je pense. Enfin, du peu de ma carrière que j'ai fait jusque-là, c'est la conversation entre 2 personnes de mondes différents. Ouais. Comment tu fais cette transition? Et il se trouve que, vu que je viens du monde de dev, je comprends et c'est ma base et c'est ma base la plus forte, la technique. Mais le fait d'avoir pu parler à des gens différents qui n'étaient pas dev en tant que commercial, à des gens dev mais avec un langage différent, et puis à des marketeurs, et après à du product, ça m'a permis de me dire, ok, quelles sont les meilleures manières d'expliquer des choses compliquées de manière les plus simples pour que ça résonne chez eux. Et c'est pas juste la vulgarisation. Pour moi, il y a plein d'autres choses qui font que ça marche bien, quoi. Bien sûr, bien sûr. Si tu devais... Généralement, tu vois, quand on se lance dans ce type de voyage, on va dire, il y a un peu des espèces de phases, et puis après, tu as un espèce de déclic, et tu te dis, ah putain, et là, ça te fait rentrer dans une nouvelle phase. Tu saurais un peu identifier les quelques déclics que tu as eus, où tu t'es dit, ah putain, et on en parlait la dernière fois avec Théo, c'était ce truc de... Le genre de déclic, c'est, t'as des gens, ils te répètent des choses, ils te les répètent à longueur de journée, et puis toi, tu dis, oui, non, mais d'accord. Et puis il y a un jour où t'as le déclic où tu te mets à te dire, ah, mais c'est ça qu'il voulait dire, tu vois. Ouais. Toi, c'est quoi le truc où, moi qui ai ma chaîne YouTube, tu vois, c'est quoi le truc, tu te dis, ça, un jour, il va avoir ce déclic. Ok. Est-ce que tu parles du déclic sur les différentes parties jusque-là de comment est-ce que j'en suis arrivé ici, ou déclic spécifiquement sur ma chaîne YouTube? Commençons par juste la chaîne YouTube. Ok, très bien. Je pense que les déclics au niveau de ma chaîne YouTube, c'était en gros les gens qui me posaient toujours les mêmes questions de est-ce que tu pourrais m'expliquer, enfin, est-ce que ça marche pas? Est-ce que tu peux m'aider? En gros, c'est ça. C'est ça marche pas. Est-ce que tu sais comment faire ça? Tu vois, genre, je sais pas, genre j'ai Zapier qui marche pas, il y a un truc qui bug, et moi j'arrive, et c'est là où il y a un unfair advantage, c'est que à côté de faire du code, on va dire, assez genre, je sais pas, travailler sur un truc en C++, VS, débugger un Airtable ou un Zapier, c'est de la pâte à modeler. Et sauf que pour la personne, ça a l'air hyper compliqué. Donc moi, j'arrive, en 2 temps 3 mouvements, je résous le problème. Donc je me dis, ok, est-ce que c'est le logiciel qui est trop simple et moi je suis trop fort, ou alors est-ce que c'est la personne qui est trop nulle ou le logiciel trop compliqué? En fait, c'est aucun des deux. C'est juste que j'ai un unfair advantage là-dessus. Donc le moment où je me suis dit, bah tiens, je vais parler d'Airtable, de Make, Zapier, etc., c'est quand je me suis dit qu'il y a plein de gens qui me posent ces questions constamment. Sur ma chaîne YouTube, ça a été ça. Et de fil en aiguille, plus tu interagis avec des gens, plus tu comprends leurs problèmes, et plus tu as des idées de vidéos.
Donc en fait, c'était, je pense que le vrai moment, c'était putain, ce truc-là, ça s'appelle le no-code. C'est quoi ça? Alors qu'en fait, ça existe depuis des décennies, quoi. Mais voilà, ce positionnement no-code, c'est parce qu'il y a un boom du no-code sur les dernières années. Il y a eu aussi un truc par rapport à Notion, je me trompe? Ouais, aussi. Pareil, Notion. En fait, Notion, ça a l'air d'être un simple outil de traitement de texte quand on le regarde pour la première fois. Ouais, plus on avance, plus on se dit oulala, ça a l'air un peu plus compliqué, mais génial, je peux faire des tableurs dessus. Donc on commence à se dire ok, c'est un peu comme un Excel et un Word ensemble. Et puis petit à petit, on commence à voir des choses du genre des relations, des bases de données, des trucs assez folles. Et on se dit ok, en fait, je ne sais plus le catégoriser. Et donc il y a des gens qui ont commencé à le catégoriser en outil no-code. Et cet outil-là, c'est pareil. Quand on vient du monde du dev et que en fait, une base de données, on l'a appris depuis qu'on est petit et que les mécanismes de relations, d'agrégation et de gestion d'utilisateurs et tout sont les mêmes, des gens pour qui c'est compliqué à faire, moi, j'ai eu de la chance de les comprendre même sans lire la documentation. Et donc, je me dis, génial. Si moi, je peux le faire facilement, allez, go, on montre comment on fait, quoi. Ouais. Ok, donc c'est vraiment le déclic, enfin un des trucs tu penses qui a fait la croissance de ta chaîne, ça a vraiment été d'écouter les gens qui te posaient tout le temps les mêmes questions et Je pense qu'un des déclics qui m'a permis de prendre cette décision d'aller vers cette niche, qu'on puisse dire, en tout cas de parler de ces sujets-là, c'est le déclic dont je te viens de te parler. Ce qui a fait la croissance de ma chaîne, je pense pour le coup, c'est pas ça. Je pense que le choix du sujet n'est pas égal à la croissance d'une chaîne ou quoi que ce soit. Pour le coup, ce qui fait que je peux avoir plus de vues ou pas sur des vidéos, je pense que là, pour le coup, c'est d'avoir appliqué des concepts de marketing assez classiques du genre, ok, est-ce qu'il y a des vidéos assez... quelles sont les recherches qui sont faites déjà sur YouTube? Ok, on va faire, allez, sur un mois, on va faire 4 vidéos qui sont uniquement SEO. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, comment YouTube fonctionne? Ok, ça fonctionne... 80% des vues viennent de l'algorithme de recommandation. Comment est-ce qu'on fait pour arriver dans les algos de recommandation? On parle de sujets qui sont soit connexes à d'autres vidéos, soit qui sont trending, soit en fait c'est la miniature et le titre qui donnent tellement envie de cliquer et que juste après s'il y a du watch time, ça donne encore plus envie de cliquer sur d'autres vidéos. Et après il y a le trust en général sur un créateur. Et donc c'est un peu le mix de tout ça qui a fait que j'ai de la chance d'avoir un peu plus de vues sur un sujet aussi niche selon moi. Ouais. Et donc c'est pas forcément le sujet. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui parlent de cartes Pokémon et on y fait. Là, c'est trendy, mais je pense que tu peux parler d'ampoules. Et il y a tellement de gens. Par exemple, Fouloscopie, c'est une chaîne YouTube qui parle de gestion, de comment la foule. Quels sont les mécanismes qui font qu'une foule va se déplacer, va stagner ou pas. C'est un sujet tellement niche. Pourtant, la manière dont tu le racontes donne envie d'écouter. 100%. Ça me fait penser pour moi l'exemple typique de la chaîne complètement what the fuck qui fait tellement de vues. Je me souviens plus comment elle s'appelle cette chaîne, mais c'est un gars, il fait des reviews de cadenas. Je sais pas si t'as déjà vu cette chaîne. Ouais, c'est un truc qui fait du lockpicking, etc. Exactement. C'est incroyable, tu vois. Il a des millions d'abonnés. Et en fait, je trouve que ces vidéos, moi, j'explique le succès de sa chaîne parce que je trouve qu'il y a un côté un peu satisfaisant à le voir faire, tu vois. Tu sais, il y a ce côté satisfaisant de ah tiens, tu le vois un peu manipuler son truc, en train de les ouvrir. Mais il donne des conseils. Ah attends, ça, ce truc là. Ce petit cadenas, je l'ai acheté dans telle salle de sport, on te l'offre quand tu viens, machin. Est-ce que c'est vraiment quali et tout, machin? Et vraiment, c'est génial. C'est ouf. Et ça rejoint ce qu'on se disait juste avant en off sur la vidéo sur Arc. En fait, tout est dans l'angle que tu vas prendre pour parler de ce sujet, quoi. Ouais, je pense qu'il y a en effet le sujet, le choix du sujet, mais le sujet, c'est ce que tu vas montrer à l'intérieur dans ta vidéo. Mais est-ce que les gens vont cliquer dessus, quoi, en fait? Est-ce que déjà tu vas avoir des clics? Et du coup, ce qui s'appelle dans le monde du marketing le CTR, connu de tous, le click-through rate, donc sur 100 personnes, combien vont cliquer sur ta miniature et ton titre? Déjà le travail il est sur la miniature et le titre. Et en effet, là je crois que le titre de la vidéo c'était je passe au concurrent de ce navigateur Google. Qui va tuer Google Chrome, je crois que c'était ça. Voilà, et il y avait Google Chrome, le fait que beaucoup de gens utilisent Google Chrome, ils se disent non mais attends, je suis en ce moment même sur Google Chrome en train de regarder ça. Peut-être qu'il y en a certains qui se disent ah mais lui attends, il me parle d'outils déjà un peu cool que peu de gens connaissent, peut-être que je vais aller cliquer là-dessus. La miniature est en mode avec un Google Chrome barré plus un logo qu'ils connaissent pas. Il y a assez de curiosité pour cliquer. Et une fois qu'on clique, à partir de ce moment-là, il faut savoir que sur YouTube, et je pense que tu l'as vu sur tes graphes, mais genre
30% des gens, dans le meilleur des cas, se barrent de la vidéo dans les 30 premières secondes. Ouais, c'est ouf. Et donc, en fait, et c'est normal parce que moi-même, je suis le premier à le faire. Je regarde une vidéo, je regarde et je zappe, quoi. Ouais. Comme à la télé. Et donc, le fait d'avoir mis une intro cool, d'avoir bossé sur l'intro, sur le teasing du truc, sur les premiers mots et la manière dont c'est monté, eh bien, il se trouve que ça a marché. Mais c'est toujours un pari. N'importe quel upload de vidéo est un pari. C'est quoi ton process pour trouver les titres et tes miniatures? J'en ai. En gros, déjà, c'est sujet de vidéo. Je dois avoir un backlog de 500 idées de vidéos que j'ai tous les jours en prenant une douche, en mangeant, en te parlant, etc. Comme tout le monde. Est-ce que tu as des idées de titres ou tu as des idées de sujets? Maintenant, j'ai les deux. Avant, j'avais que des idées de sujets. Ok. Tu vois, avant, c'était que des idées de sujets. Ah, tiens, ça pourrait être intéressant. Maintenant, je vais avoir tendance à me dire attends. Parce que maintenant, je parle bien plus souvent du titre de la miniature que du sujet, ce que je ne faisais pas avant. Donc maintenant, j'ai plus souvent des idées de titres et je me dis, il y a quelque chose à faire avec. Tu vois et, on m'a conseillé de raisonner comme ça aussi. J'ai pas encore ce truc, mais... Ça m'a pris tellement de temps. Et c'était mon pote Micode, qui je trouve est très fort là-dessus, qui, lui, part du titre et de la miniature et qui explique des sujets assez compliqués, hein, c'est de la sécu. Clairement. Mais pourtant, il arrive à les adresser, tu vois, pour moi, il est trop fort là-dessus, quoi. Ouais. Et... Ok. Et donc ton process, ok, tu trouves, mais t'en notes plein, tu fais comment? C'est ça. En gros, c'est dis Siri ajoute une note dans Todoist et puis je donne le sujet et je commence toujours par le mot-clé vidéo. Du coup, ça va dans une base de données très spécifique dans Notion qui a toutes mes idées de titres. Et puis, je vais te la prendre celle-là. Ouais. Et ensuite, je balance ça et puis une fois par semaine, je trie et j'ai un process et je le montrerai dans lequel c'est un Kanban assez classique à trier. Après, ça part en pitch. Pitch, ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais il faut que je construise un peu. J'écris 10 idées de vidéo, 10 idées de titres obligatoires pour que le pitch soit validé. Parce que c'est uniquement quand tu balances beaucoup de titres que tu en as un de bien. C'est pas en 2 titres, tu vois. Et puis, une fois qu'il a passé le pitch, je commence à réfléchir un petit peu sur la miniature. Une fois que je réfléchis sur la miniature, je fais le plan. Une fois que j'ai fait le plan, moi, je fais des bullet points, j'écris pas les vidéos parce que je déteste écrire encore une fois, mais tu vois, je fais un peu le plan et puis après, c'est bon, je l'enregistre, quoi. Ok. Et ton process de création, donc ok, tu te fais tes bullet points et donc ensuite tu les as sous les yeux quand tu enregistres. Comment tu fais? Ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos assez différentes. Si c'est une vidéo tuto, j'ai 3 bullet points, je sais ce qu'il y a à faire. Et c'est parce que je maîtrise le sujet que je suis en train de montrer. Si c'est une vidéo un peu storytelling, etc., que je commence un peu plus à faire et clairement c'est une sortie de ma zone de confort, là j'ai un peu plus de bullet points parce qu'il faut que je suive un certain arc narratif, qu'il faut que j'explique certains mots et pas d'autres. Donc là, j'ai des bullet points que j'ai en effet sur un écran de droite ou sur mon téléphone. Ok. Tu me disais que du coup, là, aujourd'hui, donc ton activité, c'est YouTube, enfin, c'est de la création de contenu. Donc en fait, c'est YouTube te permet d'attirer ton audience, c'est là où est ton audience, etc. Et derrière, du coup, tu vends de la formation, Notion, Automation, etc. Je vois venir ta formation de ChatGPT prochainement. Même pas, parce que tu vois, je me dis pas, putain, ça se trouve, je vais changer d'avis, mais je me dis pas, genre, je suis plus grand expert sur le sujet. Il n'y a pas de super grand expert, en fait. Tu peux le devenir. Très clair, très clair. Non, je pense que... Ouais, je sais pas. Tu vois, je voudrais pas dire non pour dire oui plus tard. Oui, non, mais bien sûr. Mais en tout cas, là, on est... En fait, je suis persuadé que déjà, là, il y a Google qui a lancé sa version de ChatGPT. Ça se trouve, ça va cartonner et personne ne parlera de ChatGPT, en fait. Donc, c'est clair. Et donc, ça va tellement vite que selon moi, ça sert à rien d'aller tellement vite sur un truc comme ça où, en fait, dans 3 mois, ça se trouve, il n'y a plus de ChatGPT, en fait. Complètement. Là, le marché, de toute façon, il est tellement en construction. Voilà. Ouais. Et tu fais de la conf. Ouais. Un truc qui m'a marqué tout à l'heure quand on parlait justement du fait que tu faisais de la conf quand on était en off, c'est que tu disais on prépare la conf, machin. C'est qui on? En vrai, je dis on, mais c'est juste moi, quoi. Ah ouais, t'es tout seul. T'as pas de team? Non, j'ai une personne qui m'aide sur le montage des vidéos. Ouais. En gros, il y a une vidéo sur track que je monte moi et les 2 sont montées par la monteuse qui s'appelle Léa. Et sinon, à part ça, non, j'ai personne. Il y avait une personne. En fait, j'ai toujours un peu pris des freelances sur quelques tâches très précises. Ouais. Et la réalité, c'est que pour moi, en fait, ma soif de liberté et de ne pas être pingé sur mon téléphone est telle que j'ai du mal à bosser avec des gens, quoi. Ah ouais. Ah, mais moi, en fait, je déteste qu'on vienne me déranger.
Genre qu'on m'appelle, ok, c'est-à-dire que c'est urgent, mais je suis le pire, tu vois, je réponds rarement au WhatsApp, réponds rarement au texto parce que en fait, je déteste mon téléphone parce que je déteste qu'on me crée une to-do juste parce qu'on m'a envoyé un message, tu vois. Alors, moi, c'est pareil, mais vraiment, c'est WhatsApp. Je peux pas, quoi. Le téléphone, vraiment, Ouais. c'est terrible. L'ordi, tu vois, c'est pas pareil. Slack, etc., je le mets pas sur le téléphone. Et puis, j'arrive sur l'ordi. Puis, il y a un moment, je vais ouvrir Slack, je vais traiter mes trucs et puis ce sera fait, tu vois. Mais le WhatsApp, le fait que tu reçoives, tu vois le petit, t'as 7 messages non lus, Ouais, moi, ça me... insupportable. Et, mais par contre, tu vois, moi, je le vois différemment. C'est-à-dire que si tu as une équipe, tu peux très bien te dire que c'est toi qui vas déranger les gens, mais pas l'inverse, tu vois. Ouais, mais souvent, ça c'est ce que je me dis quand je me dis que je vais recruter des gens, et quand je les recrute, en fait, ils me chase pour... Enfin, ils sont là, je sais pas, mais est-ce que t'as fini ça? Est-ce que t'as fini ça? Est-ce que t'as fini ça? Est-ce que tu peux me balancer ça? Parce que je suis bloqué, Ok. je suis bloqué. Et moi, ça crée beaucoup d'anxiété dans le sens où la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est pour kiffer. Et moi, genre si j'ai envie d'aller faire du vélo à 14h, bah, j'y vais. Et en fait, les leverages sur lesquels moi tu vois, il y a Naval qui je sais pas si ça te parle, Oui, bien sûr. mais tu vois, qui parle de 3 types de leverage. Soit il y a le leverage du média, soit il y a le leverage du code, soit il y a le leverage des humains. Et jusque-là, on a été très très bon pour utiliser le leverage des humains parce qu'on utilise d'autres personnes pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire et du coup, on arrive à faire plus. Puis la technologie est assez récente, donc... Oui, voilà. Et donc, si on regarde le leverage du média, le fait d'avoir fait cette vidéo, je sais pas, sur ChatGPT, littéralement entre 23h, 1h du matin, le lendemain de l'avoir montée et de l'avoir sorti à 11h, bah, en soi, c'est vraiment pas beaucoup de temps. Par contre, le nombre de vues que ça ramène et derrière le nombre de personnes qui s'inscrivent et etc., qui s'abonnent, etc., bah, en fait, il y a un leverage qui est ouf par la distribution. Ouais. Et deuxièmement, c'est le code ou le no-code. Bah, en fait, il y a tellement de choses que j'aurais dû déléguer si je les avais pas automatisées. Et on aura l'occasion d'en parler, mais en fait, j'automatise tellement de trucs qu'il y a des gens, ils payent des gens full-time pour faire ça. Et je préfère largement bosser avec des machines et des outils que de bosser avec des gens qui et ça peut paraître horrible la manière dont je parle, mais tu vois, qui vont être peut-être pas là, qui vont être peut-être malades, qui vont, eux, être dépendants de moi. Et pourtant, moi, j'ai construit un système une fois, il fonctionne, il marche et c'est tout, quoi. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... si pour input A, B, C, c'est le même, l'output A, B, C, ce sera le même Exactement. aussi et basta, quoi. Ouais, Enfin, ouais, voilà. ouais. Mais par contre, je veux dire un truc, c'est que je pense que si j'ai pas d'équipe aujourd'hui, c'est parce que je ne sais certainement aujourd'hui pas très bien gérer des gens et moi assez bosser pour pouvoir arriver à leur niveau de ce qu'ils attendent, ces gens-là, tu vois, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Tu dirais que tu bosses combien de temps par semaine? Ça dépend, je pense que c'est beaucoup en phase. Tu vois, l'année dernière, par exemple, où j'ai passé tout mon truc à voyager, je bossais, je pense, moins de 3 heures par jour. Et là, en ce moment, là, je retourne ma formation sur Notion. Il m'arrive de bosser, 4, 5, 6 heures par jour, tu vois. Et c'est beaucoup, tu vois, je considère que c'est pas mal. C'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a des moments de rush où, par exemple, si je dois sortir un truc et que je suis passionné, je peux passer une journée de 12 heures sur mon ordi et par contre, avoir une intensité telle que je fais des trucs de malade, quoi. Oui, mais l'élément important, c'est le fait que tu es à fond, tu es en train de kiffer, etc. Je pense pas que tu es en train de te dire « Ah, je suis en train de bosser, j'ai cette obligation et tout ». La façon dont tu le décris, c'est un peu du kiff, quoi. Ouais. Et totalement. Tu vois, genre, moi, et c'est pour ça que je n'appelle pas ça du travail, tu vois, c'est moi, je kiffe. Et aussi parce que je pense que je traque mon temps aussi. Il y a peu de gens qui traquent leur temps, qui pensent qu'ils ont bossé 7 heures. La réalité, c'est que si on regarde leur écran, ils ont passé 2 heures sur LinkedIn à scroller. Ils ont passé 1 heure sur leur téléphone parce qu'ils ont eu des notifs, 1 heure parce qu'ils sont partis prendre un café. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, la réalité, c'est que le temps dans lequel ils ont travaillé, donc produit de la valeur, il n'est pas si grand que ça. Ouais, je suis d'accord. Et donc c'est pour ça que moi, je dissocie comme le temps de sommeil, tu vois. Depuis que j'ai commencé à traquer mon sommeil, je me rends compte que le temps dans le lit n'est pas égal à mon temps de sommeil. 100%. Et donc, j'ai dormi 8 heures. Non, t'as dormi 6 heures, ok. La moitié, c'était une partie, t'étais sur ton téléphone. L'autre, t'étais en train de te retourner. Et le troisième, t'as mis du temps à te réveiller, tu vois. Donc, voilà, c'est ce truc-là. Et c'est pour ça que quand je parle du temps de travail, c'est du temps de travail focus, ouais. sans mon téléphone, dans lequel je fais des trucs où je produis de la valeur. Ok.
Tu disais que tu automatisais plein de choses. Ouais. Alors, du coup, vu qu'il y a beaucoup de choses que tu automatises, on peut peut-être pas faire le tour de tout ce que tu automatises. Pour un entrepreneur, pour moi, il y a un peu des trucs, tu vois, où... tu vois, tout à l'heure aussi, je reviens sur ce côté, le déclic. Pour moi, pour les entrepreneurs, tu vois, il y a plein de choses où pour moi, j'apprends que les gens, ils automatisent pas certains trucs et je suis en mode... Attends, mais comment ça, t'automatises pas ce truc-là? C'est genre le premier truc à automatiser. Pour toi, c'est quoi les éléments sur lesquels tes automatisations qui tournent le plus? Alors, je pense que dans mon cas, ça va être peut-être différent de certains entrepreneurs. Moi, il y a des... tu vois, les trucs que j'automatise le plus, c'est quand même mes usages de tous les jours. Donc, je te donnais l'exemple de une nouvelle vidéo. Oui, ça fait du volume. Ça fait du volume. Par contre, en termes de ROI, tu vois, ce qui va faire le plus de... Quelles sont les automatisations qui me font gagner le plus de temps et qui me défocusent le moins? Je pense qu'il y a tout ce qui est gestion post-vente. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand tu achètes une formation ou quand tu achètes un produit ou quoi, toute la partie gestion de facturation, tous ces trucs-là. En fait, que encore beaucoup de gens font à la main, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement. C'est, OK, tu as acheté un truc, on connaît ce que tu as acheté, on sait ce que tu dois payer, on connaît tes coordonnées, qu'est-ce qui t'empêche d'envoyer une facture en PDF à la personne et que tu n'en entendes plus parler. Et une fois que ça c'est fait, tu mets 2-3 boutons en cas s'il y a un pépin. Donc, si le numéro de facturation, ta date ou quoi que ce soit n'est pas bonne, clique ici, réédite ta facture toi-même. Si tu as un souci ici, fais ça. Et donc, c'est de travailler sur tout un set de FAQ, mais pas juste de FAQ documentation du genre bonjour, vous n'arrivez pas à cliquer ici, voici ce qu'il faut, voici l'information, mais plutôt qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Et donc, la manière dont ça fonctionne et ce que j'incite tout entrepreneur à faire, c'est posez-vous les questions que vos clients se posent, m'appelez, mettez dans une FAQ et forcez-vous à envoyer ces FAQ à vos clients. Enfin, quand je dis FAQ, ça peut être juste un article qui explique quand vous avez un problème. Et donc, c'est mi-automatisation, mi-documentation, mais ce genre de truc post-facturation, par exemple, envoi de replay, donc quand je fais des webinars ou quoi, et notamment dans mes formations, il y a une partie, de... voilà, la personne a coaching, coaching, etc. Il y a des replays. Et donc, ces replays, ça ne sert à rien de les télécharger vous-même, de les mettre sur un drive, d'envoyer un email, de sélectionner les bonnes personnes dans votre CRM, de les envoyer en mode merci. Parce que oui, vous y avez passé 30 minutes, oui, vous avez eu votre shoot de dopamine en disant que vous avez bossé parmi vos 5 heures. Mais la réalité, c'est que vous avez fait une tâche à faible valeur ajoutée. 100%. Et donc, ce genre de truc, c'est des petites choses qui s'automatisent. Et j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ça peut être sur un blog. Vous savez, un blog, vous avez quelqu'un qui s'inscrit. Qu'est-ce que vous lui envoyez comme contenu? Essayez de scorer la personne, en fait. Essayez de voir un petit peu pourquoi cette personne est venue. Et donc, ça peut être l'envoi d'emails avec des liens. En fonction de ces liens, vous leur appliquez des tags. En fonction de ces tags, vous leur envoyez des contenus différents. Et en fait, et j'en veux pas aux gens de la manière condescendante dont je peux parler devant toi. Non, mais moi je trouve pas ça du tout condescendant. Mais tu vois, en fait, je trouve que le monde aujourd'hui, par exemple, le monde de la formation, il a des années-lumière du monde du SaaS. Tu vois, moi j'ai bossé en growth dans du SaaS, et toi, tu le fais tous les jours. La manière dont on score, dont on tag, dont on segmente les gens, on est en 2023, ok, tu vois, il y a des outils qui existent. Dans le monde de la formation, on est en 98, avec des outils, mais qui font ni queue ni tête. Et donc, suffit qu'on croise un peu ces deux mondes et c'est bon, quoi, en fait. On peut automatiser beaucoup de choses. Et c'est pas parce que c'est le monde du SaaS qu'on peut, c'est vraiment dans tout domaine. Ah, 100%. Voilà. Et c'est quoi ton CRM? Aujourd'hui, entre Convertit et Customer.io. Customer.io parce que t'es un techos. Mais ouais, aussi, oui, et Convertit parce que t'es un créateur de contenu. Oui, voilà, c'est ça. Excellent. C'est quoi les outils que tu dirais que tu utilises en grande majorité? Bon, il y a Notion. Il y a Notion, il y a Make. Il y a Notion, il y a dans les outils, on va dire pour mon business, il y a Stripe évidemment. Ouais. Tu as évidemment tu vas avoir... Todoist, tu disais. Ouais, mais ça, je l'utilise que en tant que passerelle. Je mets rien dedans, mais tout va dans Notion. Après, je fais beaucoup de choses avec Notion. Donc, j'ai cité Convertit pour la partie emailing, etc. Tu vois, je fais pas de reach out, enfin, je fais pas de prospection, etc. Donc, je pense que c'est les outils principaux, tu vois, que je vais utiliser pour mon business. Après, pour YouTube, par exemple, j'utilise un outil qui s'appelle Frame, qui permet de faire des commentaires sur des vidéos. Pour la partie un peu
consommation de contenu, j'utilise Readwise, qui est un outil incroyable. Ils ont sorti une nouvelle version qui est géniale, qui permet d'agréger les flux RSS, les emails newsletters, en fait, tout ce que vous devez lire se retrouve sur Readwise et du coup, vous avez une vraie box pour de la lecture. Et les newsletters ne viennent pas dans votre email, dans votre Gmail, tu vois, par exemple. Truc bête, mais par exemple, quand on dépile ses mails, tu vois, les gens passent des heures et des heures sur leur mail. Et je trouve ça fascinant, tu vois. Parce qu'en fait, on a tellement hacké l'utilisation du mail qu'on fait n'importe quoi avec. Il y en a qui s'envoient des to-do sur des mails, il y en a qui mettent... Ouais. Et en fait, tu vois, un email, il est là pour que tu le regardes une fois et que tu le traites, tu vois. Ouais. Et il y en a, vu qu'ils ont des newsletters dedans, tiens, j'étais venu pour traiter tes emails, tiens, on va voir ce qu'il dit, lui, sur ses newsletters. Mais c'est pas le moment, en fait. Et donc... par exemple, enlever toutes ces newsletters de son adresse, de son inbox, déjà, ça va vous réduire la plupart de 70% de vos mails et vous allez que avoir les emails importants. Et donc, voilà, j'utilise Gmail, tu vois, j'utilise même pas Superhuman ou quoi, parce que la manière dont mon Gmail est configuré est parfait, je trouve. Qu'est-ce que j'utilise ? Après, il y a une autre chose, c'est que moi, j'utilise plein d'outils parce que j'en teste plein, en fait. Bien sûr. Donc, Non, moi ma question, elle porte vraiment sur ceux que tu utilises, au-delà de ceux que tu testes. Parce que, bien évidemment, que tu peux utiliser du Glide et des trucs comme ça, parce que, voilà, mais l'utilisation au quotidien. Ouais. En fait, je t'avoue qu'une des raisons pour lesquelles je t'ai posé la question, c'est parce que, généralement, en fait, les gens, ils s'imaginent que pour faire tourner un business, il faut 1000 outils différents. Ouais. Alors qu'en fait, tu vois, en fait, le truc, c'est... j'ai un Notion où je centralise plein de mes informations, j'ai un outil pour envoyer des emails, après j'ai des outils avec des use cases particuliers comme Frame, Ouais. et puis voilà quoi. Et j'ai un business qui tourne. Ouais, mais tu sais, ce que je dis toujours, c'est que ça sert à rien d'essayer de visser un clou avec un marteau, quoi. En fait, le truc, c'est que si on n'a pas de finalité en tête, on peut utiliser le meilleur outil du monde, ça sert à rien. Exactement. Tu vois, je prends l'exemple de setup de podcast. Tu as un micro hyper connu qui s'appelle le Shure SM7B, tu vois, qui est le micro de tous les podcasteurs, qui est le micro de Joe Rogan. La plupart des gens, quand ils veulent commencer un podcast, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils googlent Shure SM7B. Et sauf qu'en fait, ils pensent qu'en dépensant de l'argent et en prenant cette nouveauté, ils vont avoir un super son de podcast. Tu sais, le son un peu radio, un peu Joe Rogan, quoi. Sauf que le micro, en fait, il fait 20% du taf. La plupart du temps, il est overkill pour ce que les gens veulent faire. Ouais. C'est un micro hyper compliqué dans lequel il faut un cloud lifter pour augmenter le gain, dans lequel il faut une table d'acquisition qui soit un peu spéciale, qui puisse faire ça. Il faut connaître les réglages de tous ces délires-là, etc. Et après, tu as un son comme ça. Mais sauf que ce sentiment de « il y a un nouvel outil, il va avoir un résultat qui n'est même pas clarifié », c'est un truc humain, hein. Nouveauté, oh tiens, un papillon, j'ai envie de l'attraper, tu vois, genre je me défocus. Mais en fait, c'est le même problème qu'on a avec n'importe quel outil. Et j'en suis le premier responsable. Sur ma chaîne YouTube, je monte des nouveaux outils. Tu vois, c'est vrai. Mais il y a un truc, et tiens, idée vidéo YouTube, tu vois, mais en gros, il y a un truc qui est hyper important, c'est que si vous voulez utiliser un outil, posez-vous 3 questions. Quelle est la finalité ? C'est qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que j'utilise cet outil pour le tester ? Très bien, cool. C'est pour ma connaissance personnelle, mais je ne vais pas l'utiliser. Ok. Donc, une fois que j'ai une finalité en tête, très bien. Quels sont les moyens que je veux mettre en place pour pouvoir atteindre cette finalité ? Temps ou argent, tu vois. Et argent. Et là, une fois que vous avez les moyens en tête que vous voulez mettre en place, c'est pas l'outil qui dicte le moyen, hein, c'est quels sont les moyens que vous voulez mettre en place pour la finalité. Parce que c'est très différent. Et le troisième, c'est quelle est la première action prochaine que je dois faire pour pouvoir atteindre ça, pour pouvoir atteindre cette finalité. Donc, par exemple, je viens de tomber sur cette super lampe, elle est trop cool, j'ai envie de l'avoir pour mon setup YouTube, je vois que le prix est à 200 balles, je me dis putain quand même. Et là, en fait, je me pose ces 3 questions. Quelle est la finalité ? Avoir un beau setup. Ok, est-ce que c'est vraiment le seul moyen ? Est-ce que les moyens les moyens en termes de temps et argent me suffisent pour faire ça ? Et quelle est la prochaine action ? Et l'acheter n'est souvent pas la bonne action. Très cool. Et tu vois, ça me fait penser... la semaine dernière, j'ai fait un live LinkedIn où en gros, je fais du coaching en live, tu vois, les gens, ils se pointent, ils posent des questions sur leur sujet de croissance et tout. Et mais je m'y attendais, tu vois. J'ai la question, je suis en train de lancer un business, c'est quoi les outils qu'il faut que j'ai pour mon business ? Je dis, c'est quoi les problèmes que tu essaies de régler, quoi ? Tu vois ? C'est quoi les problèmes que tu as à régler ? J'ai pas de problème à régler, alors t'as pas besoin d'outils. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce truc.
Mais c'est vachement humain, tu vois. C'est vraiment. Oui. J'ai envie de commencer le triathlon, quel vélo je dois acheter. J'ai envie de perdre du poids, quel tapis de yoga je dois acheter. Ouais. Quelle box de crossfit je dois m'inscrire. Ouais, ouais. Et c'est vraiment ce truc de comme si les outils étaient. C'était grâce à ça que tu allais réussir à atteindre les objectifs finaux que blablabla. Alors que non, tu vois, enfin, aujourd'hui, il y a des business qui se font avec des gens qui vont toquer aux portes, tu vois. Ah, mais totalement. En fait, il n'y a pas besoin d'outils hyper automatisés, etc. J'ai envie qu'on parle un peu de no-code, mais plus sur la partie produit. Là, on a un peu focus sur la partie automatisation. Code versus no-code. Toi, tu es un dev. Ouais. Ouais. Tu es un dev qui fait du no-code. Mm. Et ça m'intéresse particulièrement de savoir, toi, ton opinion sur le sujet, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un peu de l'idéologie autour du sujet. C'est-à-dire, ah non, mais de toute façon, il faut coder, ou ah non, mais de toute façon, le no-code, voilà. Toi, tu connais les deux facettes. Je pense que tu peux avoir un avis un peu neutre. Tu vois. Et je me dis, t'es un entrepreneur, tu te lances, tu sais pas coder. Quel intérêt tu pourrais avoir à apprendre à coder? Bah, du coup, je commence par cette réponse. Et après, on reprendra sur ce que tu as dit sur la vie neutre. T'es un entrepreneur, tu sais pas coder, quel intérêt tu pourras avoir à coder? Déjà, tout va dépendre de ta situation, tout va dépendre du temps que tu as et de ta vision long terme. Selon moi, n'importe qui devrait apprendre à coder. Ah ouais? En fait, quand je dis apprendre à coder, c'est là aussi je viens de balancer un gros mot. Mais en fait, le concept de base de données, de logique, de boucle, d'itération, de pointeur, de variable, c'est des choses en fait qui sont de plus en plus universelles. Et le fait d'apprendre à coder... Mais c'est pas particulièrement le langage en fait. Ah non, c'est pas le langage qui est important. Oui, le langage n'est jamais important. Parce que la réalité, c'est que les gens qui savent pas coder, quand ils pensent code, ils pensent langage. En effet, mais c'est le langage grâce auquel tu comprends ces notions aussi. Oui. Mais en fait, que tu commences à coder en Python, en Ruby, en JavaScript, en Pascal, j'en sais rien, c'est pas le plus important. Mais c'est la logique qui est importante derrière. Et en fait, quand je dis n'importe qui devrait apprendre à coder, c'est que selon moi, c'est comme n'importe qui devrait apprendre le storytelling, n'importe qui devrait apprendre le public speaking, n'importe qui devrait apprendre à courir. Tu vois, c'est des choses qui, selon moi, font partie des skills fondamentaux d'un entrepreneur au long terme. Maintenant, c'est au long terme. C'est-à-dire que c'est jamais la bonne chose à faire si tu as une deadline de 6 mois. Parce que c'est pas le bon truc en fait à faire. Si tu penses investir dans ton long terme, apprendre à coder est un super moyen d'élever ton niveau de pensée, de réflexion, tu vois. Donc ça, c'est un parti pris. Maintenant, si tu es un entrepreneur et que tu as un objectif de test and learn, de lancer une application parce que tu as une idée en tête, etc. Apprendre à coder pour pouvoir créer ta première app est certainement la pire des idées. Parce que en fait, si tu as 6 mois devant toi, parce qu'en fait, en 6 mois, la seule chose que tu arriveras à faire assez tôt, déjà le premier mois, c'est faire apparaître un écran noir avec marqué Hello World dessus. Tu es bien loin de l'application avec les super effets que tu avais imaginés. Bien rapidement, tu vas te rendre compte que la plupart de ton taf en tant qu'entrepreneur n'est pas de créer une application, mais de voir si ton audience correspond à la valeur que tu donnes et que tu as réussi à trouver un canal de distribution. C'est ça ton taf. C'est pas de créer la meilleure app. Et donc, ton taf, c'est de vérifier ton product market fit et derrière, de développer. Et donc là, si tu te dis, j'apprends à coder, tu utilises un petit peu ton temps de 6 mois vers les mauvaises choses. Et donc, une des bonnes choses à faire serait de dire, très bien, j'utilise un outil no-code pour créer une application basique, mon MVP, Minimum Viable Product. Et puis, à ce moment-là, j'ai atteint mon product market fit, j'ai vérifié mon marché, j'ai test and learn. Et je vais peut-être maintenant apprendre à coder, prendre un développeur, prendre une agence. Et c'est à ce moment-là que tu fais. En fait. Souvent, selon moi, on a tendance à se dire entreprendre dans le digital, dans la technique ou quoi que ce soit, égale faire une app. L'app, c'est un de tes outils et c'est une partie. La distribution, ton produit, ton product, faire ta discovery, parler à tes clients, etc. Toutes les choses dont je ne parle pas sur ma chaîne parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais c'est le truc le plus important. Faire l'app, c'est une partie. Intéressant. Et quelqu'un qui ne connaît pas le développement, enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu une question con, mais je me lance, je veux monter un SaaS, je connais vraiment techniquement, je suis pas bon, etc., etc. Il y a un point d'entrée avec un outil, tu vois. Moi, j'avoue que je suis plutôt adepte de
Make, Airtable, Notion, blabla, tu vois, bricoler des choses. En fait, c'est vraiment pour moi, je suis plutôt adepte du bricolage. Aujourd'hui, il y a des outils comme Bubble, par exemple, où c'est pas du bricolage, c'est tu crées directement tout là-dedans. Aujourd'hui, tu penses encore une fois, un entrepreneur qui s'y connaît pas, c'est quoi le bon mindset à avoir? Est-ce que c'est passer directement par un espèce d'outil type Bubble ou ce genre de choses, ou il faut privilégier voilà, vraiment le bricolage, quoi? Bah, je pense qu'il y a un peu d'affinité personnelle du genre, comme tu l'as dit, moi je suis plutôt adepte d'eux. Ouais. Et aussi, donc, ce qui veut dire derrière, c'est ton niveau de connaissance pour pouvoir bricoler. Et aussi la vitesse avec laquelle tu veux partir, avec laquelle tu veux avancer, et à quel moment tu vas être limité. En fait, c'est ces trois trucs-là qui vont faire ta décision. Donc, admettons, si tu es quelqu'un, bah, tu sais pas trop ce que c'est qu'un outil no-code, genre connecter deux outils ensemble, tu n'en as pas trop entendu parler, automatisé, tu n'en as pas trop entendu parler, et qu'il te faut quelque chose d'assez all-in-one, quitte à ce que tu sois bloqué plus tard, parce que ton but, c'est de commencer au plus vite pour pouvoir tester, va sur un truc all-in-one. Ça ne veut pas dire que dans Bubble ou dans d'autres outils all-in-one, tu n'auras pas des problèmes. Tu auras des problèmes d'autres types. En revanche, si tu veux être le plus libre possible de pouvoir choisir tes bases de données, de choisir ton front, de choisir ta manière de communiquer entre ces deux, de choisir ta plateforme de logique, va vers le deuxième. Ça te prendra peut-être plus de temps, mais tu atteindras peut-être un peu moins vite les limites, etc. Et puis, tu as une réalité aussi dans le no-code, dont on parle peu, c'est la dette technique. Et cette réalité est vraie aussi dans le monde du code. C'est qu'à un moment donné, les choses expirent parce que ton besoin change. Et donc, cette dette technique est plus facilement résolvable dans le deuxième cas, où tu choisis un petit peu tout, que dans le premier cas, parce que tu es bloqué dans un des outils. Et ça, c'est le gros problème du no-code, c'est ce qu'on appelle le vendor locking, c'est t'es loqué chez un prestataire. Et donc, c'est juste que, faut savoir, maintenant, t'es OK, parce que ça t'a permis de démarrer plus vite, en fait. Oui. Tu en as parlé pour Zapier, d'ailleurs, dernièrement, du vendor locking. Là. Ouais, ça m'étonne pas. C'est typiquement le truc où t'es OK de prendre ce risque parce que tu veux aller plus vite. Et c'est que du jugement à un moment donné, à un moment clé. Oui. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant parce que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est intéressant et en même temps, je me dis, selon les personnes qui vont écouter ce podcast, en fait, j'imagine déjà qu'il va y avoir deux cas. C'est les personnes qui vont se dire, bon, bah du coup, il faut que je me mette en action et vas-y, let's go. Il y a des gens, ils vont entendre dette technique et ils vont se dire, il faut immédiatement que j'envisage la solution qui va me permettre de scaler à 100 millions d'utilisateurs, tu vois. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est fou comme cette information-là, elle peut vraiment être prise de deux manières différentes. Totalement. C'est vraiment un truc de fou. Ça dépendait vraiment des gens. Tu vois, récemment, par exemple, j'étais pour acheter quoi? J'étais en train de me renseigner justement sur un vélo, tu vois, sur acheter un vélo de triathlon. Et tu fais du triathlon? Ouais. Et tu vois, je suis assez beginner, hein, et surtout que je m'étais blessé au genou, bref, tout ça. Donc en fait, le moment où tu vas acheter ton vélo, tu as le choix entre le vélo entrée de gamme, Decathlon Between très entrée de gamme, mais avec lequel tu peux faire ton premier triathlon et puis il n'y a pas de problème. Et c'est juste que tu vas être limité, oui. Et au bout de combien de temps? Au bout de combien d'utilisations? Et au bout surtout de comprendre que la plupart des limitations viendront de toi, ton physique, ton poids. Et ça ne sert à rien de gagner 500 grammes sur un vélo si t'en pèses 90, quoi. Dans mon cas. Hein, oui, parce que dans certains cas, c'est très bien. Et je suis petit. Et donc, tu vois, l'autre, c'est acheter un super vélo triathlon qui va coûter 5 000 €, qui est vraiment aérodynamique, tout en carbone, incroyable. Et la manière dont le vendeur va me dire des choses, et la manière dont j'ai l'ambition de continuer du triathlon au niveau pro ou pas, et mon porte-monnaie aussi, et bah, je vais faire un certain choix, en fait. Et bien sûr. Et là où j'ai envie de dire, le marketing il est pour beaucoup là-dedans. Comme dans tout à l'heure, on disait, est-ce que je prends un outil ou plutôt je réfléchis un petit peu pour savoir ce que je veux? C'est pareil, en fait. La manière dont je vais être marketé là-dessus, souvent le marketing, c'est quoi? Le copywriting, c'est fais voyager l'autre vers le résultat final qu'il vaudra. Parce que c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. Donc, les marketeurs sont très forts. C'est fais voyager l'autre en expliquant qu'en achetant ce vélo à 5 000 €, il ira faire l'Alpha Ironman à Hawaï. Et en fait, c'est ça, c'est à quel moment je suis dépendant et sensible au marketing qui va me faire un certain choix. Et donc,
en effet, selon la sensibilité de certains au risque, au marketing, à comment ils en sont, à quel point ça va leur faire sentir, bah, ils vont faire tel et tel choix. Je pense qu'il y a aussi un gros sujet qui est la confiance en l'avenir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, tu vois, si tu commences le triathlon et que c'est ton premier vélo, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter le vélo à 5 000 € parce qu'ils vont se dire, de toute façon, je sais que j'irai jusqu'au niveau pro. T'sais. Alors qu'en fait, ils vont peut-être faire du vélo pendant 2 semaines et après, ils vont dire, vas-y, fuck, ça m'a saoulé. Ouais. Et je pense que dans les sujets no-code, et c'est pour ça que moi aussi, je prends la tête avec des gens sur le choix des outils et tout, c'est vraiment ce truc de, oui, mais j'anticipe mon besoin dans 1 an et moi, systématiquement, tu vois, je leur dis, mais en fait, si ça se trouve, dans 2 semaines, tu seras saoulé, en fait. Ouais. Si ça se trouve, dans 2 semaines, tu seras saoulé. Si ça se trouve, dans 2 semaines, tu vas te rendre compte que ton idée, c'est pas du tout celle-là qu'il faut que tu fasses. Et du coup, tu sais, je trouve qu'il y a vraiment ce sujet de avoir trop confiance dans l'avenir. Et du coup, tu te projettes dans des situations qui sont beaucoup plus complexes que ton besoin immédiat. Et je pense qu'il y a quand même un sujet, c'est quand on débute, eh ben, il faut toujours commencer par des choses simples. Et une phrase, moi, qui m'a un peu marqué, qui va dans qui est dans cet esprit, c'est ce qui fait le guitariste, c'est pas la guitare. Tu vois ce truc? Ce qui fait le guitariste, c'est pas la guitare. Bah, en fait, un mauvais guitariste, tu lui mets une super guitare, il saura pas faire de la guitare. Un super guitariste, tu lui mets une mauvaise guitare, il fera des trucs de ouf. Je pense que c'est un peu ce truc-là. Ça m'intéresse qu'on parle vite fait de l'année que tu viens de passer, l'année 2022. Ouais. En fait, ce qui m'intéresse, parce que je t'en parlais un peu en off du coup, t'as beaucoup voyagé, t'as un peu coupé le taf. Ouais, j'ai réduit beaucoup, ouais. Et là, cette année, tu reviens en force. Ouais. Cette année, tu reviens en force. Et du coup, je pense qu'il y a un sujet... Tu vois, dans ces moments-là, je pense que c'est des périodes un peu charnières d'un point de vue personnel. Tu te découvres. C'est quoi, tu vois, cette période-là, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et aussi sur tes ambitions? Je pense qu'on est parti, donc avec ma compagne, on s'est dit, allez, on lâche notre appart, on adore voyager, on peut bosser n'importe où. Allez, bah, pourquoi pas skier en même temps tous les jours et pourquoi pas faire des randos tous les jours, pourquoi pas habiter dans des endroits incroyables. On avait de la chance tous les deux d'avoir vécu à l'étranger pas mal de temps et notamment à Bali qui à l'époque était l'Eldorado des digital nomades. Ouais. Et tu vois, et vraiment d'avoir ce truc, on se dit bah, pourquoi pas quoi. On n'a aucune raison de rester à Paris, let's go. Et donc on n'était pas parti initialement dans l'idée de faire une pause d'un an en fait. Par contre, on était quand même parti dans l'idée, en tout cas pour moi, de travailler un peu moins. Que c'est pas si mal, notamment pour éviter ce côté de tu travailles 8 heures, mais en fait la réalité c'est que tu as bossé 4 heures parce que dans les 4 autres heures, tu étais juste crevé et c'était pas le moment. Et donc, je pense que petit à petit, moi je me suis rendu compte de ça, c'est que vu qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, j'étais obligé d'être plus précis, plus sharp, vraiment plus meilleur en fait dans mon temps de travail et je devais absolument faire des choix. Sur quoi je bosse en fait. Est-ce que je bosse sur tel sujet, tel sujet parce que j'ai pas 24 heures, j'ai 4 heures, tu vois. En fait, c'est ça. Et donc, la première chose que ça m'a appris, c'est que les choses sont toujours plus compliquées qu'elles n'en ont l'air initialement. C'est-à-dire que penser qu'en voyageant, tu pourras faire des calls, puis ta voiture, puis après bosser 4 heures parce que ton temps que tu imagines, que tu estimes pour cette tâche est de 4 heures et 4 heures après, tu aurais fini. C'est jamais comme ça. Ça te prend toujours plus de temps, etc. etc. Oui. Donc, je crois que c'est la loi de Parkinson assez basique où, en fait, les choses prennent plus de temps. L'autre chose, c'est que, en fait, toute la charge mentale, le fait de bouger que ça te prend, et pas à sous-estimer. Donc, en fait, une fois que tu as fini un Airbnb de demain, il faut chercher l'autre et du coup, ça te prend vachement de temps entre les deux. L'autre chose que j'ai appris, c'est que être youtubeur en bougeant, c'est très compliqué. Et donc, du coup, je me suis concentré sur les autres tâches, notamment la formation, etc., etc. Et assez vite, j'ai réussi à faire le deuil de « Ok, je suis OK de ne pas bosser à 100% de mes capacités. » Donc, c'est-à-dire que je suis OK, du coup, de pas autant subir le FOMO de tout ce qui se passe, parce qu'il y a toujours des gens incroyables qui font des choses incroyables, et du coup, ça nous fait se sentir inférieur, la manière dont on est fait. Tellement d'accord. Et donc, faire le deuil de ça, c'est vivre un peu plus en paix sur le fait qu'on est OK d'avoir fait le choix de moins travailler. Et ça devient de plus en plus facile. C'est pas évident comme exercice, mais c'est très formateur d'avoir essayé d'eux. Et au bout d'un moment, de se dire, OK, c'est pas grave si cette année, j'ai pas fait autant que je voulais en termes
de nombre de vidéos, en termes de choses à lancer. Mais à côté, si je fais le bilan de tout ce que j'ai réussi à faire sur ma bucket list, sur les choses que je voulais faire dans ma vie, la manière dont j'ai vécu pendant un an, mais genre, c'était incroyable, quoi. Mais c'était certainement une des années les plus incroyables de ma vie où j'ai été avec des gens incroyables en co-living. Tous les jours, je me suis réveillé dans des endroits mais majestueux où en fait, je te dis mais pourquoi t'es là à Paris, quoi. C'est vraiment et moi je sais pourquoi du coup. C'est parce qu'il y a un temps pour tout et tu peux pas tout faire en même temps. Ouais. Il y a une quote que j'adore de Derek Sivers, qui est un de mes auteurs que j'aime beaucoup, qui dit Don't be a donkey. Il dit soyez pas un âne. Il y a un âne qui regarde d'un côté un seau rempli d'eau et de l'autre côté un truc rempli de foin. Et en fait, il regarde à gauche puis à droite, et il meurt. Et en fait, il aurait pu clairement aller boire avant, puis après aller manger. Et c'est ça en fait. Je pense qu'on a trop appris à multitasker. Et c'est juste que l'année dernière, j'ai vraiment kiffé cette partie voyage qui était incroyable. Et cette année, je mange du foin. Ça me fait penser, moi, vraiment une réalisation que j'ai eue sur le business l'année dernière, c'est la vertu de la patience. Et notamment par rapport à ce que tu pointes du doigt, à savoir, au pire, tu fais pas tout aujourd'hui, c'est pas grave, tu vois. Au pire, tu fais d'abord ça, et puis tu feras l'autre truc plus tard. C'est ok, tu vois. Et c'est très lié au FOMO, je pense, et c'est très lié aussi au besoin de performance, tu vois. Même bon, je sais que c'est un vice que je peux avoir, c'est ce besoin de performance et de machin. Toi, si tu fais du sport, etc., j'imagine que tu as aussi un petit peu ça. mais la vertu de la patience, c'est de se dire, chill, tu vois. Et du coup, tu nous as parlé de comment tu as vécu ton année. Alors, déjà, la déconnexion et le fait de déconnecter. Pour rappel, quand on s'est écrit là et qu'on a commencé à discuter du podcast, tu m'écris en me disant alors là, je suis en Inde, je suis complètement perdu, je suis désolé. Tu m'as répondu après 10 jours, tu sais, tu m'as dit alors ouais, là, j'ai une connexion un peu merdique, je suis en plein milieu de l'Inde et tout. Cette déconnexion vraiment de justement du FOMO et de il y a tout le temps des gens incroyables qui font des trucs incroyables. Très bien dit, j'ai trouvé. Moi, je sais que c'est un truc qui me pèse énormément, tu vois. Tu es tout le temps en train de courir et tu veux toujours devenir cette personne incroyable, toi aussi. Quand tu es déconnecté, t'as pas de réseau, t'as pas de machin, tu es déconnecté aussi de ça. Ouais. Enfin, comment t'as vécu le truc, ça t'a apporté quoi? Quel recul, du coup, tu prends sur toutes ces choses-là surtout maintenant que tu es de retour à Paris. Il se passe tout le temps plein de trucs. Écoute, en fait, assez paradoxalement, en fait, j'habite peu à Paris. Tu vois, maintenant, je suis dans le nord de la France et c'est pas parce que j'aime le froid, mais parce que vraiment, j'aime vivre dans du plus grand, etc. Et puis, les parents de ma compagne étaient là-bas. Bref, il y a 2-3 petites choses comme ça. Et donc, ça me permet déjà d'être un peu plus déconnecté de Paris et de la vitesse, même si c'était pas ça le problème. Le problème, il te suit sur ton téléphone. C'est surtout ça le problème. Ouais. Le problème, c'est que la manière dont nos cerveaux sont faits et la manière dont les apps sont faites, notamment les LinkedIn, les Twitter, les emails, etc., très vite, et tu vois, truc très con, mais par exemple, je regarde plus les news depuis genre 5-6 ans, et déjà, je suis déconnecté de ça, et c'est trop bien. Ah mais c'est excellent. J'ai prévu un post LinkedIn sur le sujet, parce que c'est vraiment un hack d'un point de vue sérénité. Ouais. Quoi. Et tu vois, et je pense que LinkedIn, j'y vais plus, je l'ai désinstallé de mon téléphone. Twitter, j'y vais très rarement, et uniquement sur mon ordi. Le fait de faire ces petits trucs-là, je pense, aide beaucoup au quotidien. Oui. Le fait de complètement déconnecter, ça te reset énormément, quoi. Parce que ça te permet de tout oublier. Tu vois, c'est comme le moment où tu vas faire ton saut en parachute, tu penses pas à tout ça. Comme le moment où tu vas, où tu es en train de faire, on parlait de triathlon, où tu es en train de faire ton truc de vélo et tu es en train de foncer, tu penses pas à tout ça. Et en fait, tous ces moments qui te focus, qui te mettent en flow sur un élément, si tu penses plus à tout ça. Et là, notamment en déconnexion, on était dans un endroit où en plus à Rishikesh, où il y a plein de gens qui s'entraînent pour du yoga, etc., on pensait pas à ça, quoi. Enfin, je pensais pas à ça. Et donc ça, c'est vraiment un truc où je pense que le fait, ce qu'on recherche quand même pas mal tous, c'est quand même le peace of mind. Et il n'est pas évident à trouver. Et je pense qu'on peut s'y protéger, notamment en désinstallant des apps, etc., etc. Donc ça m'a encore plus donné confiance sur cette chose que, en fait, on s'en fout de tout ce qui se passe, quoi. C'est vraiment, tu regardes que vers toi. Et moi, c'est ce que je fais, quoi. Et tu vois, j'y vais rarement sur LinkedIn parce que, d'après tout ce qu'on peut dire, moi, je trouve que c'est un endroit qui n'est pas forcément bien pour moi. Parce que
quand j'y vais, je me dis, oh, c'est du pro, lol. Mais j'ouvre l'app et en fait, je vois la vie des gens, quoi. Et les trucs incroyables que les gens font peut me faire me sentir en me disant, ouais, mais toi, tu fais rien, t'es en train de faire n'importe quoi sur toute ta journée où t'as rien produit, quoi. Et en fait, j'ai pas besoin de ça. Et donc, souvent, j'essaie de me déconnecter le plus possible, notamment, tu vois, LinkedIn, Twitter et tout, j'y vais plus, quoi. Donc ça m'a donné confiance en ça. J'ai une anecdote sur le fait de scooper des news que j'ai appris dernièrement et je me suis dit c'est vraiment incroyable et c'est d'ailleurs ce qui a motivé le fait que je me suis dit il faut que je fasse un post LinkedIn sur le sujet. Il y a eu une expérience sociale qui avait été faite suite à les attentats de Boston, marathon de Boston. Et en fait, ils avaient vu que les gens qui avaient été exposés pendant plus de 6 heures à des news au sujet du marathon de Boston était beaucoup plus stressé à l'éventualité de vivre un attentat que les gens qui l'avaient vraiment vécu. C'est ouf, tu vois. C'est incroyable, hein. Et c'est vraiment, tu vois, études scientifiques et tout, je mettrai la source dans le truc. Mais le fait de te dire que d'être exposé pendant les news et tout machin, ça a cet impact-là dans la tête des gens, alors qu'ils n'ont pas vécu l'instant et qu'il y a des gens qui ont vécu cet événement hyper traumatique et qui le vivent de manière plus sereine. Wow. Et effectivement, enfin, tu vois, bon, moi je fais beaucoup de business sur LinkedIn, etc. Donc je suis très, grateful, on va dire, de la plateforme et de ce que ça a pu m'apporter, etc. Mais je vois aussi le caractère contre-productif que ça peut avoir sur ma santé mentale, 100%, parce que très souvent je me sens misérable à regarder ce que font les autres, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment terrible et... Ouais, cette déconnexion, je pense qu'elle est hyper importante. Et du coup, on a parlé un peu de cette année. Maintenant, ça m'intéresse de l'ambition. Parce que tu reviens de tout ça, mais tu te remets à produire du contenu, etc. Parce que life, quoi. Ouais, parce que j'adore ça, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est quoi l'ambition ? L'ambition, c'est de maximiser ce deux leverage, donc média et code. Donc, en gros, comment maximiser l'ambition du média ? C'est, en gros, avoir un max de vidéos sur ma chaîne. Donc je me fixais un certain objectif de nombre de vidéos par semaine et le garder au long terme, faire en sorte que ces vidéos soient les plus simples, de plus en plus simples à produire, parce qu'avec de la répétition et avec de l'amélioration d'1% sur chacune des vidéos, on arrive à des meilleures vidéos et on en produit plus. Et moi je suis clairement, et tu vois, toutes les personnes pourraient avoir des théories sur YouTube, etc. Mais la réalité c'est que poster plus me fait en tout cas me fait simplifier la prochaine vidéo parce que je deviens de meilleur en meilleur, etc. Complètement d'accord. Donc ça, c'est YouTube. Pourquoi YouTube ? Parce que selon moi, c'est le seul vrai média evergreen qui existe, qui marche. Parce que, avec les blog posts, etc., mais moi, j'aime pas écrire, donc du coup, YouTube, c'est très bien sûr. Là où tu vas poster sur LinkedIn, faire des newsletters, etc., la raison pour laquelle je mets beaucoup moins d'efforts, de loin moins d'efforts, c'est parce que, une fois que c'est posté, c'est parti, quoi. Ouais. Limite, un post LinkedIn, c'est une story, quoi. 100%. Et c'est grave, parce que le temps qu'on y passe est souvent plus que, je sais pas, pas le plus du dwell time que les gens pourraient passer dessus, mais en tout cas, si je convertis ce temps en YouTube, il y a de grandes chances que personne n'y ait parlé avant, surtout en français. Deuxième, que la vidéo se rank sur une recherche, si j'ai bien fait mon taf. Et que quand une personne dans 3 ans ou dans 1 an se posera la même question, peut-être tombera sur ma vidéo. Donc d'un point de vue marketing, pour moi, et content, c'est le meilleur choix. Après, sur ce qui fait de l'argent dans mon business, c'est la formation. L'année dernière, c'est assez paradoxal, mais j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais j'ai fait les office hours de mes formations et j'ai fait un lancement de ma formation Make en avril. Et j'ai tout explosé en termes de CA parce qu'en effet, c'est parce que j'ai fait des vidéos sur les 2 dernières années que les gens, du coup, étaient inscrits à mes formations, etc. et que j'ai fait tout ce travail de nurturing, de scoring, etc. et que du coup, j'ai pu vendre la formation aux bonnes personnes qui attendaient ça. Et donc, c'était génial. Maintenant, mon taf, c'est passer outre le FOMO de créer une nouvelle formation, mais revendre ce que j'ai déjà produit. Bien sûr. Et c'est là où c'est important d'identifier des sujets evergreen, encore une fois. Exactement. Les automations, aujourd'hui, l'année prochaine, dans 2 ans. Les principes sont les mêmes. Voilà. L'organisation, la productivité, les principes sont les mêmes. Voilà un peu donc c'est relancer un petit peu tout ça parce que les gens qui sont inscrits à la formation Notion, c'était en février dernier depuis. Tu vois, j'ai pas relancé le truc, donc il y a beaucoup de gens sur la liste d'attente. Et donc deuxième, c'est ça, relancer ces formations. Et puis troisième, pas oublier que
bah, on vit quand même pas juste pour le taf, quoi. Donc garder quand même une partie de voyage. Mais la seule différence par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai un endroit, tu vois. J'ai un endroit où j'ai une caméra que je peux appuyer sur on et filmer, et pas que je dois installer mon trépied, que je dois installer mes lumières, que je dois installer tout ça, qui crée une résistance monstre à tout ça. Ouais. Donc voilà un peu les trois objectifs. C'est bouger, oui, mais Pour le kiff. pour le kiff, quoi. Mais surtout revenir chez soi, que je n'avais pas avant. Et pour moi, je réalise que c'est hyper important tu vois, d'avoir un chez soi. Ouais. Oui, mais c'est en n'ayant plus de chez soi que tu as réalisé ça. Exactement. Donc tu vois, en gros, les deux grosses ambitions niveau taf, c'est YouTube et puis la formation, relancer cette formation, quoi. Il y a un truc qui me marque, c'est que tu n'as pas du tout une espèce d'ambition, tu vois, ta vision ultime dans 20 ans, non, j'ai pas, machin. ouais, non, j'ai même pas envie d'essayer de coter qui que ce soit parce que je trouve ça incroyable, les gens qui ont ça. Mais par contre, j'ai une vision. Quand je dis j'ai une vision, c'est que la seule vision que j'ai, c'est que moi, je suis là sur les 30-40 prochaines années. Et je veux pouvoir être là. C'est-à-dire qu'en gros, on a quand même des carrières dans lesquelles on est sur Internet, on est visible, et qu'en fait, il n'y a aucune raison de disparaître, si ce n'est se cramer. Et donc, moi, si je suis là pendant tout ce temps et que j'apprends, et il y a des gens qui commencent chez moi à apprendre par comment, je sais pas, créer une base de données Notion, et qui, dans 5 ans, sont des entrepreneurs qui, en effet, utilisent Notion, mais aussi plein d'autres tools, qui forment leurs équipes avec moi, qui me suivent, etc. Et un jour, je sais pas, j'en sais rien, je crée un autre SaaS ou un truc, et peut-être après, je lance un fonds, puis après... Et en fait, le truc, c'est que je sais pas ce que je vais faire, mais ce qui est sûr, c'est que les gens suivent l'aventure avec moi, quoi. Tu vois, en fait, je serai là, je serai pas mort si tout se passe bien. Donc, a priori, je sais que ma carrière va durer longtemps sur Internet. Et tout mon game, c'est pas de me cramer à cause du FOMO. Tout l'enjeu, c'est ça. Et ça, Longévité. c'est pas évident parce que Oui, c'est pas évident. si tu regardes le nombre de personnes qui explosent et implosent dans la même année, sur les 2 années, parce qu'il y a eu une trend Web3, une trend ChatGPT, une trend TikTok, une trend truc, il n'y a pas beaucoup qui survivent derrière. Donc, tout l'enjeu, c'est de survivre. Donc, si je suis encore là et qu'on me regarde en 2040, c'est que ça va. Ah, ça serait cool. Ça serait cool qu'il y ait des gens qui regardent cet épisode en 2040 et qui disent « Ah putain, je suis pas, mais il est encore là !» Ouais. Mais ouais, tu vois, tu prends l'exemple de Gary Vaynerchuk, bon, que tout le monde connaît, je pense. Tu vois, mine de rien, il est encore là. Ouais, il est encore là, le mec. Hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais il se trouve que ça produit, il y a des gens qui... Et jusqu'à un moment où soit il va burn out, soit il va arrêter ou quoi que ça, mais il est encore là et ses vidéos sont encore là. Donc il y a des gens qui regardent et tu dis, peut-être qu'en 2040, il n'y a personne qui regardera ça. Franchement, on ne sait pas parce que YouTube, c'est quand même de la magie. Non, moi je pense qu'il y a des gens qui regarderont. Ah mais sûr, tu vois. Et c'est ça qui est fou avec Internet, parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais les vidéos sur Internet... Tu regardes un mec comme Casey Neistat. Moi, je regarde encore ses premiers vlogs. Mais moi aussi, en fait. Et là, je suis encore abonné à sa chaîne. Et je sais pas, la semaine dernière, il a sorti une vidéo et j'étais en mode ah, trop cool. J'ai regardé la dernière vidéo de non, mais c'est incroyable. Casey Neistat, tu vois. Parce que tu vis avec ces gens-là, en fait. Tu vois. Non, mais clairement. Et bon, il s'avère que lui, t'as l'impression de rentrer dans sa vie. Ouais. Nous, on aborde des sujets. Les gens, je ne pense pas qu'ils aient le sentiment de rentrer. Toi, peut-être un petit peu, parce que t'as un peu vlogué, enfin, vlogué entre guillemets, tu vois, mais quand, tu vois, la première vidéo que t'as fait cette année où du coup t'as expliqué, bon, faut que je t'explique, je suis parti, etc. D'une certaine manière, on rentre un peu dans ta vie. Ouais. Mais le contre-exemple de ça, c'est Jamy. Tu vois. Ouais, je vois très bien. C'est pas sorcier. Moi, ça a fait un peu, quand j'étais adolescent et tout, je regardais ça. Il se trouve que Jamy a une chaîne, et c'est un peu le professeur de la France. Tu vois. Et oui, tu vois. En effet, on connaît pas sa life, on connaît pas qui utilise un boosted board ou qui utilise cette paire de lunettes. Mais il se trouve que grâce à lui, un jour, j'ai compris comment marchaient les hélices d'un hélicoptère. Grâce à lui, j'ai compris comment ça marchait les volcans. Grâce à lui, j'ai compris ça. Et si demain, tu vois, Jamy écrit un bouquin, je serai le premier à l'offrir à mon fils. Ouais. Et donc, en fait, c'est cette relation qu'on cherche. Oui, on sait pas exactement ce qui à mon fils ou à ma fille. De toute façon, j'ai pas d'enfant. J'allais te dire, t'es papa ? Non, pas du tout. Mais tu vois, on n'a aucune idée de comment ça se passe dans sa vie. Mais tu vois, le prof qui t'a appris la première fois comment marchait une équation, ou je sais pas, un truc, tu t'en souviens. Tu sais que c'est madame truc ou monsieur truc. C'est pareil quand, et encore là, c'est de la culture générale, mais quand c'est quelque chose où 70% de tes journées sont devant un ordinateur et tu utilises Slack, Notion, Facebook, Squarespace, je pense que quelque part, tu es quand même dans le processus de taf de ces gens-là. Tu vois. Effectivement. Et il y a quand même une réalité qui est Jamy, il t'apporte de la connaissance où tu peux te
dire waouh, c'est fascinant, les abeilles, voilà comment machin. Et je parle des abeilles parce que vraiment, il avait fait un épisode sur les abeilles que j'avais trouvé fascinant, tu vois. Mais toi, et j'espère moi, mais toi, c'est certain, il y a des gens, je pense, qui ont cette reconnaissance de putain, grâce à lui, j'ai gagné mes premiers euros en tant qu'entrepreneur. Ouais, je trouve ça ouf, tu vois. C'est dingue. Et tu vois, je touche du bois et tout. Et à chaque fois que je reçois des commentaires comme ça, je fais oh, arrête. Mais il y a des gens qui me font mais mec, mais t'as changé ma life parce qu'avec toi, j'ai changé de taf, quoi. J'ai compris ce que c'était que le no-coach. Je me suis reconverti dans ça. Et trop bien, tu vois. Je suis trop content. Ouf. Je suis trop content et je leur demande rien et c'est trop stylé. Mais ça se trouve, dans 5 ans, j'investirai dans leur boîte. Tu vois, genre, parce que je pourrais, parce que j'aurais ce deal flow, parce que ça se trouve, un jour, je déjeunerai juste avec cette personne. Et en fait, c'est ce truc-là, c'est cette relation qui, pour moi, est leveragée. Tu vois, aujourd'hui, on parle, on se voit, c'est génial, mais le trust que tu crées en regardant quelqu'un des heures et des heures et des heures et des heures sur YouTube est imbattable. Imbattable. Ouais, c'est une phrase que j'aime bien dire souvent sur... J'ai des clients à moi, ils créent du contenu, mais tu vois, ils vont créer un contenu tous les 3 mois. Ils vont dire, bah oui, mais bon, machin. Et moi, j'aime bien souvent leur dire, la réalité, c'est que plus on te voit, plus on te croit. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est, oui, en fait, si moi, je vois Shubham dans mes abonnements YouTube 2 fois par semaine, comme ce qui est en train de se produire en ce moment, je vais me dire, putain, il est chaud le mec. Forcément, tu vois. Ouais, mais surtout si j'ai appris quelque chose avec lui, parce que le fait que, tu vois, bien sûr, quelqu'un qui se voit, bon, fine, tu vois, mais si j'ai appris quelque chose avec lui. Et puis il y a un autre truc, c'est que moi j'aime bien enseigner, j'aime bien expliquer, j'aime bien quand les gens comprennent, j'aime bien avoir ce moment, tu vois, dans tes yeux, dans les yeux de quelqu'un où quelqu'un fait, oh, là j'ai capté, tu vois. Et c'est ce moment-là que je cherche et je trouve que YouTube a permis ça. Et puis ce truc de trust dont tu parles. Bon, je pense que là, l'exemple est mal choisi parce que j'ai rien à vous vendre. Mais tu vois, je pense qu'en général, pour une vente, il y a 3 choses, tu vois, qu'il faut. Il y a premièrement la logique. C'est, je vais prendre mes services chez toi. Est-ce que logiquement, je vais avoir du ROI? Truc de base, mais c'est pas ça qui fait passer les gens à l'achat. Ce qui fait passer les gens à l'achat, c'est soit l'urgence, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ça sera plus possible. Et c'est le trust envers la personne. C'est est-ce que je te fais confiance? Parce que oui, logiquement, oui, d'un point de vue urgence, mais est-ce que je te fais confiance? Et Google a mené une étude sur le fait, tu vois, je pourrais faire genre oui, c'est l'étude 41 et tout. Non, j'en ai entendu parler et je pense que ça pourrait se vérifier. Mais ils ont fait une étude, c'est pour que les gens trustent quelqu'un et achètent, il faut 11 heures de temps passé avec eux. Ah ouais? Et donc, c'est là où YouTube et le podcast, VS, tu vois, TikTok pour le business sur le long terme, si derrière on ne convertit pas sur autre chose, c'est important parce que ce dwell time avec toi, là, ce temps de passage avec toi, il est vachement important pour le trust. Et en fait, là, on parle de vente d'un produit ou d'un service, mais les relations humaines, c'est pareil, tu vois. Genre, imagine, et ça, je l'avais entendu, je ne sais pas chez qui, mais imagine, tu es dans une rue avec beaucoup de gens qui passent, et puis il y a un moment donné, on te pose la question, ouais, est-ce que tu peux me dire à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle portait, tu vois? Tu es incapable parce que tu passes et tu es à Paris, tu t'en fous. Mais si dans la rue, tu vois de l'autre côté une personne qui était avec toi en CM2, même si c'est une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, et même si tu ne l'aimais pas beaucoup, il se trouve que tu vas la reconnaître et tu vas lui faire un hi ou ça se trouve, tu iras lui parler. Mais c'est parce qu'en CM2, tu as passé plus de 11 heures avec elle. Qu'elle était bien, mauvaise, bonne ou quoi, mais il se trouve que tu as remarqué plus cette personne que la personne qui portait les Air Jordan et le dernier sac suprême. Tu vois. Je peux te raconter une anecdote en venant au studio. Je sais pas si tu vois qui c'est Marie Saint-Filtre. Ouais, de ouf. Je l'ai croisée dans la rue en venant au studio. Et ben, tu vois, je veux dire, dans la masse, je l'ai croisée, je dis, putain, il y a Marie. Et je me souviens comment elle était habillée, etc. Ouais. Alors que je me souviens de personne d'autre, tu vois. Bah ouais. Mais parce que c'est figure publique, elle m'a fait marrer, elle a provoqué des émotions. Ouais. Tu vois, des et même si c'était quelqu'un où tu n'es pas d'accord avec elle, mais oui, tu la remarques en fait. Totalement. Je pense qu'effectivement, même si nous, on ne s'était jamais rencontrés et je te croise dans la rue, et je me serais dit, oh putain, Shubham, forcément, ouais. Tu vois. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Mais voilà, donc c'est pour ça, longévité. J'ai pas de vision, genre je veux former 1 milliard de personnes sur ce truc-là ou je veux changer la vie de temps. Je sais pas. Ça se trouve demain, je serai snowboarder professionnel. Et en fait, c'est juste que j'ai envie de prendre les gens avec moi et c'est genre, bien, on devient tous potes et c'est trop cool. Trop bien. C'est déjà une sacrée ambition, tu vois. Enfin, je veux dire, cette année, du coup, le plan, c'est tu relances des formations. Ouais, je reprends mes formations qui étaient déjà, qui sont déjà là. Ouais. Donc, je prends 1 fois par semaine du temps pour aider les gens. Je
je reprends mes vidéos YouTube, certaines SEO, certaines pour comprendre l'algo, certaines pour surfer sur des trends. Et je fais grossir cette chaîne YouTube parce que c'est le truc. C'est un asset de ouais, dingue. c'est un asset, ouais. Pour les gens qui veulent te suivre, du coup, c'est sur YouTube. Ouais. Ça sert pas à grand chose de te suivre sur LinkedIn ou Twitter, comme tu le disais. Ouais, en vrai, LinkedIn, pourquoi pas, je poste des trucs par-ci par-là, mais YouTube, c'est quand même. T'as automatisé. Bah justement, c'est ça que j'aime. Je trouve ça dommage. C'est parce qu'en fait, LinkedIn, c'est quand même un endroit sacré, comme ta newsletter ou comme. Ouais. C'est juste que tu peux automatiser le fait que tu postes, Oui, bien sûr. mais il faut que tu écrives, quoi, tu vois. Et si ça sert à rien de poster un truc s'il est écrit par ChatGPT, c'est pas toi. Donc en gros, non, je le fais. J'aimerais poster plus, mais je me concentre sur YouTube pour l'instant, en 2023, février. Quoi. Ouais, c'est là où tu t'es dit, ok, Et ça se trouve en juin, ça change, tu vois. merci. Merci à toi de m'avoir invité, c'est trop cool. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça aura aidé un max de monde. Ouais. Et en fait, je vais te dire, notre conversation m'a donné envie de prendre ta formation sur les automatisations. Ah, putain, génial. Je te jure, parce que la conversation qu'on a eue sur les automatisations, je me suis dit, putain, en fait, déjà quand tu as dit que tu avais automatisé la masse de choses, je me suis dit, putain, moi je suis sûr que je peux automatiser plein de trucs. Moi je suis un mec de Zapier, tu vois, à la base. Et maintenant, je suis passé sur Make. Trop bien. Mais je sais que j'exploite pas suffisamment Make parce que j'ai trop le mindset Zapier. Alors qu'en fait, le leverage Make, il est bien supérieur. Et je sais que ta formation est là-dessus. Du coup, je me suis dit, putain, il faut que je... Trop cool, trop cool. Et puis, tu vois, même là, tu pourrais te dire, OK, quelle est la finalité? OK, quels sont mes moyens? Et OK, quelle est la première action? Pour pas tomber dans le piège du marketing. Bien sûr, bien sûr. Mais, et puis tu vois, très rapidement, hein, sur le truc de... Je trouve ça fou qu'on soit... Tu vois, ça ne nous viendrait pas à l'idée de pédaler pour notre machine à laver. Mais en fait, il se trouve qu'il y a des gens qui ont créé la machine à laver, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Et le business, c'est pas aussi simple, sinon il y aurait des outils pour tout. Tu vois, all in one, on appuie et notre business run et on fait de l'argent. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc oui, on doit parfois brancher des câbles ensemble pour que ça marche. Et donc je pense que vraiment, tout entrepreneur ou entrepreneuses ou d'autres personnes qui font les mêmes tâches plusieurs fois par semaine, pensez-y quoi. Et posez-vous la question, est-ce que je peux soit payer quelqu'un pour qu'il me le fasse, soit le faire? Comment est-ce que je peux faire pour plus faire cette chose à faible valeur ajoutée quoi? Merci. Merci à toi. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!